Bonsoir, bienvenue sur Equinox Soir. Près de 16 personnes perdent la vie chaque jour au Cameroun à cause des accidents de la route. Pour Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, c'est inadmissible. Le président de la Fédération internationale d'automobile est venu remettre au gouvernement du Cameroun le rapport d'étude d'évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière, avec 1200 personnes tuées chaque année au Cameroun, soit un taux de 27,6% contre 26,6% sur le continent et 17,6% dans le monde. C'est ce qui a amené la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun à déclarer que l'insécurité routière doit être considérée comme une crise, voire une pandémie. Insécurité routière au Cameroun, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, je suis avec Angèle Ber, le don d'Atua. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin et merci de l'invitation. Vous êtes militant MRC, c'est bien cela? C'est bien cela. Je commence par cette question. Le ballon du pénalty a finalement été remis à Bouddha, à Maurice Kamto. Oui, le ballon du pénalty a été remis au président candidat Kamto à Bouddha. Bouddha qui était pour nous l'apothéose d'une tournée dans l'ouest du Cameroun qui a été tout simplement époustouflant. Et comme symbole d'apothéose, on a estimé donc que c'était le moment pour le parti de lui remettre donc le ballon donc du fameux penalty. Le fameux penalty, mais on a entendu beaucoup de choses pour l'escale de Banganté. Que s'est-il réellement passé à Banganté? Angèle Ber Lebon. Ben, que s'est-il réellement passé à Banganté? Il s'est passé simplement que nous savons que notre pays est à l'exercice du multipartisme depuis les années 90 et que rendu à pratiquement 3 décennies plus tard, il y a des gens qui ne se sont pas encore accommodés donc, du fait que nous soyons dans un État multipartiste et qui pense aujourd'hui que la parole ou bien toute action contre elle ne doit être accordée à l'opposition. Donc, on a eu certaines élites et responsables politiques dans l'UND qui ont pensé que la seule voix qui puisse se faire entendre ou être entendue dans l'UND ne peut être que celui du RDPC. Alors, quand on sait aujourd'hui, parce que nous sommes allés à la rencontre des populations, quand on sait que, comme partout ailleurs au Cameroun, si vous permettez que je termine, oui, quand on sait partout ailleurs, oui, comme à Banganté, que au Cameroun, toutes les populations aujourd'hui sont délaissées, abandonnées et ont soif d'un nouveau souffle, il est difficile aujourd'hui aux responsables politiques du RDPC de pouvoir donc barrer la voie à la voix du peuple. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre cortège a eu des soucis? C'est ce qu'on veut comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où il y avait un meeting donc, du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait été programmé dans la ville de Banganté, les autorités politiques du RDPC de la même ville n'ont pas trouvé autre chose à faire que de programmer une cérémonie donc d'inauguration d'un centre multimédia et nous avions un cortège motorisé pour nous rendre sur le lieu du meeting et ce cortège donc a été stoppé parce que disait-il, nous ne pouvions pas passer sur l'axe où le meeting ou bien l'événement du RDPC. Ils ont pensé que c'était de la provocation, Angèle Ber? La provocation, c'est nous qui la recevons tous les jours. Nous recevons la provocation partout où nous passons. Nous recevons de la provocation depuis l'extrême nord où nous avons vu nos effigies et nos t-shirts être brûlés. La provocation, nous la recevons tous les jours à travers les sous-préfets qui ne nous
délivre pas ou délivre très difficilement des autorisations de manifestation, ça, nous nous sommes habitués, nous nous sommes lancés sur un chemin où nous sommes conscients que ce ne sera pas chose aisée, qu'on ne va pas nous dérouler du tapis rouge à tout moment, mais comme nous sommes déterminés, nous savons pourquoi nous sommes déterminés, parce que nous sommes déterminés à libérer un peuple qui, depuis 36 ans aujourd'hui, souffre d'une gouvernance qui, jusqu'à présent, ne nous conduit qu'au chaos. Également sur ce plateau, Donald Brice Kamgang, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de ceux qui nous écoutent ce soir. Bonsoir précisément aux Camerounais de l'arrière-pays. Voilà, vous êtes journaliste à la rédaction centrale Equinox Radio et Equinox Télévision. Merci pour l'invitation. C'est bien cela, vous animez Vite ton sac sur Radio Equinox. Jusqu'à une certaine époque. 93 FM. La programmation a quelque peu changé. Je suis plutôt à la présentation du journal à 7h le matin. Voilà, le matin également, j'allais y arriver. Et sur ce plateau également, Salomon Béaz. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes responsable de la communication, la coordination littorale, mouvement NAO. Exactement. C'est bien cela. Il y a cette information qui est tombée, le ralliement demain d'un parti majeur à Maître Akeremouna. Oui, c'est vrai, nous avons toujours dit lors du lancement de notre initiative, le mouvement NAO depuis 2017, que nous étions acquis, n'est-ce pas, à une certaine coalition, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Le Cameroun a besoin aujourd'hui de tous ses enfants et de tous ceux-là qui réfléchissent exactement pour que la nouvelle République se mette en marche. Donc le candidat Akeremouna, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, ouvert à la négociation, et il a toujours si bien dit qu'il est ouvert à ce que un autre parti politique, un autre candidat puisse apporter de l'eau à son moulin pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle logique on pourrait sortir le Cameroun dans du gouffre dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc demain, tous les projecteurs seront braqués sur je ne pourrais pas, Yaoundé, hein? Exactement, je ne pourrais pas vous dire de façon exhaustive comment ça va se passer parce que ça risque de dénaturer exactement ce qui risquerait de se passer demain. Le mieux c'est qu'on attende demain de voir ce qui va se passer pour que tous les Camerounais soient réellement confiants que l'année 2018 ne sera pas comme les années antérieures. La note que j'ai reçue du porte-parole du candidat Maître Akeremouna, savoir Paul Maël, il parle de parti majeur. C'est un parti majeur et non un candidat majeur? C'est ce que les Camerounais veulent entendre. Hein? Je ne sais pas à quoi referait parti majeur, mais s'il a dit... oui, la note dit un parti majeur. Je pense qu'il voudrait dire un parti politique qui est représenté sur tout l'étendue du territoire, ou alors un parti politique qui a l'assentiment de tous les compatriotes camerounais et qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Voilà, sur ce plateau également, une fois de plus, merci Maître Emmanuel Pensy. C'est moi qui vous remercie Serge Alain et je dis... bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette excellente chaîne dans cette très grande émission qui est de plus en plus écoutée. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, anciennement avocat au barreau de Paris. Vous aimez bien quand je dis ça? Oui, il faut le dire. Parce que j'oublie. Hein? C'est pas la même formation. Oui, voilà, c'est pas la même chose. Dire, oui. Je suis un avocat du barreau de Paris qui exerce au Cameroun. J'ai deux questions pour vous, d'entrée de jeu, Maître Emmanuel Pensy. Pour 2018, est-ce que Paul Biya va finalement battre campagne? Enfin battre campagne. Oui, d'abord, je vais d'abord commencer à dire que par rapport à ce qu'a parlé notre ami Angèle-Bert, je crois que le meeting a eu lieu à Banganté, même si au début il y a eu quelques petits problèmes d'ordre logistique. Et moi je me réjouis que sur ce côté-là, ça se soit bien passé. Mais je crois souvent qu'il y a des débordements qui font que, en sorte qu'il y ait des petits problèmes. Mais c'est le zèle de certaines personnes, c'est ça? Oui, c'est-à-dire là où il n'y a pas de violence, il y a le préfet, le sous-préfet donne son autorisation. Oui. Là où, comme à Douala, on annonce qu'il va y avoir des violences, le sous-préfet, que... Non, on n'a jamais annoncé. Non, si vous lisez la demande, elle était assez violente. Elle était... par rapport à cette revendication, on en reparle. Et le sous-préfet, qui était déjà ailleurs et que mon ami Nietzsche suit partout, a dû prendre une décision qui s'imposait parce qu'on ne veut pas que ça dégénère à Douala comme ça s'est fait en février 2008. La situation n'est pas là. Je pense que le MRC, sur ce point-là, a eu un comportement, ainsi que le mouvement NAO, qui est beaucoup plus responsable que certains partis. Voilà, pour répondre à ma question, est-ce que pour cette campagne 2018 présidentielle,
Paul Biya va battre campagne? Bon, je crois d'abord qu'il faudrait voir que le RDPC est toujours en campagne, tous les jours. Et si vous regardez le code électoral, la campagne commence... Est-ce que c'est la même chose? Les gens veulent voir le candidat. La campagne commence le 24 septembre. Alors, les gens sont très pressés. Ils voudraient voir le président battre campagne, comme tous les autres qui ne sont pas connus. Je me rends d'ailleurs compte qu'il y a 3 candidats que personne, enfin les gens ne connaissent plus. Je regrette par exemple que Serge Matombe, qu'on ne l'entende pas, qu'on ne le voit pas. Ndamjoya, il a disparu, je ne sais pas où il est, parce que c'est un monsieur qui est quand même intelligent, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et je crois que sur ce point-là, sur cette voie, il y a quelques partis politiques dont on découvre actuellement qu'il y a des jeunes hommes de talent qui les représentent, commencent à parler et à être au niveau de la République. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose pour la démocratie. Et ça existe de plus en plus. Maintenant, quant au RDPC, je crois que vous avez l'habitude, c'est une habitude au niveau du président de la République. Votre question que vous avez posée, je l'ai posée. Je l'ai posée au haut niveau. Et sachez que la réunion n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il y a une stratégie d'ensemble qui est prise et que le président de la République, là où il est, il suit tout ce qui se passe et que des instructions seront données. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une stratégie qui a toujours... Je ne parle pas de lancer la campagne comme il a fait en 2004, 2011. J'ai dit battre campagne. Non, si vous attendez que Biya ait fait le folklore... C'est le folklore, battre campagne? Certains font du folklore. Certains font du folklore. Il a ses méthodes et sa manière. Ça, c'est la méthode Biya, alors. C'est une méthode. C'est ce qu'on comprend. C'est une méthode qui est connue. Deuxième et qui a porté ses fruits. J'ai dit que j'avais 2 questions pour vous, M. Mensi. Deuxième question, est-ce que le candidat Biya va débattre avec les autres? Non, il ne non, va ok. pas. Merci. Non, mais je n'ai pas terminé. Si vous attendez que le président Biya aille avec Cabral Libi, qu'il aille avec Kamto. Mais ils sont tous candidats, avec Kamto, d'ailleurs, qui a eu peur de prononcer son nom la dernière fois. Et avec Akere, qu'il a connu tout petit, ou bien avec les autres, bon, il ne le fera pas. Moi, ce que je peux dire. On ne peut pas. Serge Alain, vraiment, c'est dommage que nous soyons dans une république où on passe le temps. Oui, rapidement, c'est pour ça que je peux dire. N'est-ce pas, à démontrer avec les arguments les plus pertinents qu'un homme est devenu logiquement un dieu et qu'un candidat serait infantilisé. Moi, je pense que sur ce plateau, je pense qu'à cette élection, ce sont les arguments des candidats et des programmes qui sont en compétition. Et le bilan d'un individu qui, durant 36 ans, n'a jamais démontré qu'il était à la hauteur de gérer ce pays. Et je pense qu'on n'a pas besoin de démontrer qu'il est tellement fort, parce que s'il était tellement fort dans sa gestion, on n'aurait pas eu un Cameroun catastrophique aujourd'hui, comme c'est le cas. Ok, Angelbert. Moi, simplement pour déplorer, et ce ne sera pas la première fois, cette condescendance du RDPC, ce mépris et ce manque de respect pour les électeurs, à moins qu'on ne m'explique en des termes que je ne comprendrai pas, mais moi je ne comprends pas comment un candidat qui aujourd'hui sollicite le suffrage de 7 millions d'électeurs peut ne pas aujourd'hui s'adresser à ses électeurs. On comprend que depuis 36 ans, il ne s'adresse pas à son peuple, il ne s'adresse pas à la presse, mais nous sommes quand même dans un contexte bien précis des élections. C'est 7 millions de Camerounais qui nous regardent, 7 millions d'électeurs, 26 millions de Camerounais au total. La seule chose qu'ils puissent demander à tout candidat aujourd'hui, c'est au moins de savoir ce qu'il leur propose. Pour notre avenir, surtout en ce moment critique de notre pays, nous avons la crise anglophone, nous avons une économie aujourd'hui qui est devenue moribonde. Le maître Pincy dit qu'il a choisi de passer par des émissaires. Et vous aurez son programme. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mais quels émissaires? Écoutez, je ne sais pas. Les gens qui parlent en je ne sais pas ce qu'on appelle émissaire, mais les 2 émissaires du RDPC que j'ai vus sur des plateaux de télévision, notamment sur la chaîne publique, il y en avait un qui est ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en charge de la formation, en charge de la formation de nos jeunes petits frères et de nos enfants. Et il me souvient que ce monsieur avait pris sur lui d'aller faire commander, avec validation du chef de l'État du Cameroun, 500 000 ordinateurs qui auraient pu créer des emplois au Cameroun
Je ne comprends pas comment un ministre comme celui-là, qui est responsable de la formation des enfants, peut ne pas encourager l'emploi des enfants. Il me souvient également que sur un autre plateau, j'ai vu un autre représentant de M. Biya, dit-on ancien directeur général de l'ENAM, ENAM, qui est une école où on a quand même vu il y a quelque temps, quand même, un mort être désigné comme major d'une promotion. Donc, si c'est ça des représentants de M. Biya, je comprends bien que ces représentants sont à son image. Ok, merci. Oui, merci. Bon, Donald Biskamga, on va revenir au fait du jour. Le gouvernement de la République a sollicité les Nations Unies pour l'accompagner dans la lutte contre les accidents de la route. On sait qu'en 2017, on a franchi le cap de plus de 1000 morts. Oui, plus de 1000 morts. Vous comprenez pourquoi le secrétaire général a dépêché, a envoyé quelqu'un spécialement pour cela au Cameroun? C'est une question très importante. Vous importante. comprenez cette démarche? C'est une question très importante. Précisons que le Cameroun n'a pas sollicité les Nations Unies. L'envoyé spécial du SG des Nations Unies est au Cameroun dans le cadre d'une mission d'évaluation. Un rapport. Voilà. Parce que en 2011, les Nations Unies ont déclaré la décennie 2011-2020 décennie de lutte contre l'insécurité routière. Oui. Et au niveau africain, l'Union africaine s'est approprié ce plan d'action-là pour implémenter au niveau continental. Donc c'est dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de l'implémentation de ces mesures-là que l'envoyé spécial du SG de l'ONU est au Cameroun depuis 3 jours maintenant. Pourquoi le Cameroun? Le Cameroun dans lequel le rapport est rendu en même temps que l'Ouganda. Le Cameroun et l'Ouganda sont les 2 pays qui pour le moment accueillent l'envoyé spécial de l'ONU. Pourquoi ces 2 pays? Eh bien parce que ce sont le Cameroun et l'Ouganda font partie des pays africains dans lesquels l'insécurité routière est encore très importante et donc il fallait commencer par les États où la situation est plus préoccupante avant d'enchaîner au niveau africain. Angèle Berlebon, vous comprenez pourquoi il y a tant d'insécurité au Cameroun sur le plan routier? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je dis, il n'y a rien qui peut justifier. Moi, je trouve simplement tout ce qui se passe aujourd'hui sous le regard de nos dirigeants, je trouve cela inconcevable. Je ne peux pas, moi, comprendre qu'au Cameroun aujourd'hui, la vie humaine n'est plus de la valeur pour nos dirigeants. On nous parle de 1000 morts sur 2017, plus de 1000 morts sur 2017. Il ne me souvient pas un seul instant avoir lu quelque part sur une de nos chaînes nationales, radio ou télé ou même la presse à travers Cameroun Tribune, la moindre condoléance du chef de l'État aux familles. 1000 morts, c'est comme si on parlait de 1000 poulets ou 1000 insectes. Ce qui se passe est très grave. Et la mission des Nations Unies aujourd'hui au Cameroun n'est pas hasardeuse. Je pense que votre collègue tout à l'heure parlait de la décennie des Nations Unies 2011-2021. On est en 2018. Donc c'est un plan d'action qui a été déployé par les Nations Unies depuis 2011. Donc ça fait 7 ans. L'évaluation aujourd'hui est simplement désastreuse. On n'a jamais eu une mesure forte de la part du gouvernement pour pouvoir réduire le nombre de routes le nombre de morts sur nos routes. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur les causes de cette insécurité routière et davantage on pourra donc voir qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui depuis très longtemps n'a aucune valeur, comme je le disais, pour la vie humaine. Maître Emmanuel Pincy, le gouvernement ne fait rien depuis, comme dit Angèle Berlebon, pour résoudre ou bien réduire le nombre de morts sur nos axes routiers. Le gouvernement ne fait rien? Non, pour le gouvernement que connaît très bien Maurice Kamto, pour avoir été ministre délégué et avec tête pensante pendant près de 7 ans, si le gouvernement n'a rien fait, c'est quelque chose. C'est-à-dire, il y a ce qui se passe au niveau de l'opposition, ce qu'on appelle du négationnisme. C'est comme ça que ça s'appelle en droit. Le gouvernement ne fait jamais rien. Les mesures ne sont jamais prises. J'ai même vu le ministre
par exemple, à l'époque, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, aller lui-même sur la route. J'ai vu les généraux, les gens arrêtés. Moi-même, quand je prends la route, il y a toujours des mesures pour dire... C'est du folklore. Non, c'est pas du folklore. Je dis, vous allez sur Douala Yaoundé, vous ne pouvez pas rouler à plus de 100 km sans que l'on vous arrête, 100 km. Il y a le radar, il y a les policiers qui sont partout. Mais les Camerounais passent leur temps à faire en double, à triple fil. Mais avant d'ajouter, je vais dire ceci, parce qu'on a attaqué deux personnalités pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Quant à M. Doumsoumé, que vous ne connaissez pas très bien, c'est pas lui qui était à l'ENAM à l'époque. Quand il est passé à l'ENAM, il a vraiment fait un très bon travail, un excellent travail. Quant à... il est un bon représentant, et je peux vous dire, c'est un inspecteur d'État, c'était le chef des inspecteurs d'État d'une compétence qui est reconnue, il était premier de sa promotion. Et là, il a fait, à mon avis, parce que si vous avez en face de vous, excusez-moi, vous avez mis en cause en disant qu'il y a quelqu'un qui est rentré à l'ENAM qui était mort. C'était pas lui qui était là. Ouais, et sur ce scandale, vous attaquez quelqu'un sur des choses qui n'ont pas eu à faire. Je sais très bien. Donc, monsieur, s'il vous plaît, moi je ne vous ai pas coupé. Ça veut dire que vous attaquez quelqu'un sur des actes qui ne sont pas les siens. Ça s'appelle mauvaise foi. La deuxième chose qui concerne monsieur Fameux Ndongo, que vous attaquez sur la base qui ne concernait pas notre dossier. Vous attaquez quelqu'un en disant quoi? Il ne s'occupe pas, d'abord, il est l'enseignement supérieur. Hein? L'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement supérieur par rapport à ce que vous croyez? L'enseignement supérieur fonctionne. Non, moi, on parlait d'un sujet, vous débordez et vous attaquez. Il a parlé des ordinateurs. C'est un ministre qui est responsable de la formation. Excusez-moi, les ordinateurs dont tu parles, ce n'était pas le débat. Nous avons eu des ordinateurs pendant des mois et des mois sur ce problème-là, et chaque fois, on revient. Vous n'avez pas de programme. Pour l'instant, on ne connaît pas. Bon, alors, on va partir sur votre sujet. Votre question, c'était par rapport à quoi? Parce que il dit que le gouvernement n'a jamais rien fait depuis pour que le nombre de morts... Il dit qu'il voit les colonels se balader sur nos axes routiers. Non, c'est pas seulement les colonels. C'est ce que vous avez dit. Excusez-moi, c'est pas seulement les colonels. Les généraux aussi. J'ai jamais vu les généraux. Ah, des généraux. J'ai vu les généraux. Et ça règle le problème. Excusez-moi. Ça règle le problème de la prévention routière. Le général, excusez-moi, le général Husseini, qui est celui qui est le patron de régional à Yaoundé, Interami, est venu lui-même. Et il y a des mesures qui sont prises. Mais j'ai dit qu'il y a un problème. On ne dit pas que le gouvernement le fait rien. Le gouvernement fait, mais par rapport au pourcentage l'autre jour que vous avez cité, il y a eu 1 300 000 morts à travers le monde, et le Cameroun se trouve un peu plus de 1000. Je dis qu'un mort de trop, c'est beaucoup. Mais il y a également la responsabilité. Ce n'est pas la route qui tue. La plupart du temps, c'est des excès de vitesse, c'est des personnes qui n'ont pas les roues qui sont lisses. Quand vous voyagez, les gens qui doublent en triple, quadruple fil, il fallait donc faire ce qu'on appelle une surveillance routière. Je dis effectivement que dans plusieurs cas, on n'en est pas arrivé là. L'idéal, ce serait, comme en Allemagne, qu'il y ait, par exemple, des lumières partout. Mais même en France, si vous prenez l'autoroute, il n'y a pas de lumière partout. Donc il faut savoir faire par rapport au budget que vous avez. Ce n'est pas la route qui tue, c'est souvent des personnes qui sont derrière avec un certain nombre de comportements. Et donc le gouvernement travaille et tous les jours il y a les mesures, mais ce n'est pas toujours assez. Les derniers accidents, par exemple, que nous avons vus au niveau des bus, c'était des accidents, vous avez vu les roues complètement usées, des chauffeurs de bus qui... Moi-même j'ai failli aller en brousse avec ma voiture. Donc faites attention. Il y a d'autres causes dont on parlera tout à l'heure, mais je pense que le gouvernement n'est pas resté insensible à la situation qui existe aujourd'hui. Il ne faut pas dire ça. Ne dites pas que je regrette qu'il y ait autant de morts. Je souhaite qu'il en ait moins et je voudrais que nous soyons sérieux. Vous envoyez toujours tout au niveau de ce gouvernement du Cameroun. J'ai été même surpris que vous n'ayez pas dit que le président Biya n'a pas encore marché au niveau des routes, mais dire que sur les 1200 morts, le président Biya doit passer le temps à envoyer le communiqué à chaque famille. Il va passer son temps à la radio pour faire le communiqué. Non, soyons sérieux. Il y a des morts, on le regrette. Non, pas chaque famille, mais il a dit pas chaque famille. Lorsqu'il y a quand même un nombre considérable, le président... Le ministre qui est en charge prend toujours une décision. Serge Alain. Pourquoi au Cameroun? Pourquoi c'est moi le président? Je suis en train de vous expliquer que vous pensez qu'il y a les accidents qu'au Cameroun. J'ai vu, pas plus tard, excusez-moi, je vais terminer. La semaine, non, un pont entier à Gênes qui s'est écroulé dans des conditions incroyables. En France, ça arrive tous les jours.
Non, laissez-la ça veut dire que le Cameroun... Attendez, terminez. Le seul îlot au monde où il n'y a pas d'accident de circulation. Oui, allez-y, Salomon Béas. Vous pensez que rien n'est fait aussi je depuis... suis outré, je suis même abattu, vraiment logiquement, quand j'entends, quand j'écoute le raisonnement de Maître Pensy, qui est à mon avis, parce que c'est quelqu'un que j'admire, de par sa fonction, de par son statut, mais quand il est à la télé, je ne sais pas si dire la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas bien quand il faut qu'un pays se développe. Je vais vous dire, Serge Alain, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un dise que rendre service à la nation serait perdre du temps. Mais le contrat, vous venez de le dire, que le président de la République ne peut pas perdre du temps en envoyant les condoléances à chaque membre de la République. Vous avez vu ça, monsieur, je vais vous dire. Chaque jour, je vais vous dire. C'est ce que j'avais vous dire. Vous avez votre temps d'antenne. Voilà, mais vous avez rendre service aux Camerounais, dire des condoléances aux familles victimes sur nos routes. Parce qu'un gouvernement n'a pas anticipé, ne serait pas perdu du temps. S'il fallait même faire comparaison, s'il fallait faire des comparaisons, les présidents de d'autres pays, quand il y a des catastrophes quelque part, en Italie, en France, vous connaissez ce que ces présidents font. Mais je ne voudrais pas faire ce type de comparaison. Je suis né dans le Bongo. La route, Loum, je veux dire Konsamba, Douala, c'est une route qui date de l'époque de Mathusalem. Et toute œuvre humaine, aussi longtemps qu'elle a duré, a une période de vie. Un gouvernement sérieux qui est soucieux de sa population ne gouverne pas seulement mais anticipe. C'est ça la tactique des gouvernements sérieux. Nous nous rendons seulement compte que nous avons des personnes au pouvoir qui sont usées par le temps, qui sont même usées dans leur valeur intellectuelle et qui n'ont pas la capacité à produire des résultats qui pourraient amener la population à éviter ce type de cas. Quand vous prenez votre voiture, par exemple, quand moi je pars de Douala Polo, vous vous rendrez bien compte que cette route est tellement usée. Elle est usée pourquoi? Parce qu'elle a mis du temps, et elle a mis du temps, et les gens qui nous gèrent n'ont jamais pensé à ce qu'ils puissent avoir une réelle politique sur la sécurité routière qui pourrait apporter des aménagements pour que nos véhicules, aussi vieux, parce qu'on va même évoquer ce problème-là, aussi vieux qu'ils sont, ne puissent pas avoir, n'est-ce pas, les hécatombes que nous regardons tous les jours. Mais curieusement, nous nous rendons bien compte que ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'en 2018, nous avons des aménagements à faire, nous avons une sanction à donner à ce type de dirigeants qui ne prend pas l'homme au centre de la gouvernance. Quand vous prenez les chiffres des personnes, des Camerounais, des vaillants universitaires, et vous rendrez bien compte, beaucoup de professeurs, de grands professeurs d'université sont tombés sur la route Douala-Yaoundé à cause de l'étroitesse de cette route. Et Maître Pensy sur ce plateau veut dire à tous les Camerounais que le gouvernement se bat au quotidien et que c'est parce que les pneus des voitures sont usés. Mais alors, posons nous-mêmes la question, où partent les visites techniques? Tous ces gendarmes qui sont dans la rue, toutes ces brigades de prévention routière, qu'est-ce qu'ils font au quotidien sur nos routes? Suivez mon regard, quand vous arpentez ces routes-là, vous rendrez bien compte que les policiers qui sont sur nos routes, qui sont des bras séculiers de ces membres du gouvernement, qui sont capables de nous gérer, au lieu de faire le travail qui est le leur, au lieu de protéger la population, se livrent beaucoup plus à d'autres pratiques qui rendent encore plus fragile notre pays. Donald Brice Kamgan, vous pensez que c'est inefficace tout ça, ces radars que nous avons sur l'axe Douala-Yaoundé, ces multiples postes de prévention routière et tout ça, le long de l'axe Douala-Yaoundé, c'est inefficace tout ça? Oui, sincèrement, on peut douter de l'efficacité de toutes ces mesures. Il y a un ancien secrétaire d'État à la gendarmerie qui s'est satisfait qu'on ait récolté près de 3 milliards de contraventions, de frais de contravention sur l'axe Douala-Yaoundé, la nationale numéro 3. Jean-Baptiste Boko. Alors, je ne voulais pas le citer. Alors, on peut se demander, l'objectif est-ce de réduire le nombre de décès ou alors de d'engranger beaucoup de fonds. Bon, encore que la gestion des fonds qui sont récoltés dans ce cadre-là est controversée. On ne sait pas très bien ce qu'il en retourne. J'aimerais avoir la réponse de Maître Pensy sur ce cas précis. Allez-y d'abord. Laissons le sujet. Alors, lorsqu'on regarde la façon dont c'est déployé, les objectifs, est-ce que c'est vraiment la réduction des accidents sur la route?
il y a quelques semaines, une agence nommée Takala a fait un accident dans le département du Mbamenoubou, si mes souvenirs sont exacts, avec une vingtaine de morts. Alors, nos équipes à Yaoundé sont allées chercher où est le siège de cette société. À Tongolo. On n'a pas trouvé où est-ce que les installations de l'agence étaient situées. Alors, il se trouve que l'agence se positionne en bordure de route et puis ramasse les clients au fur et à mesure que l'opportunité se présente. Alors, des cas comme cela sont assez nombreux. Et pour ce cas-là, je prends cet exemple pour montrer jusqu'où la négligence et l'indifférence est allée. Cette agence, d'après nos informations, a traversé plus de 3 postes de gendarmerie. 3 postes de contrôle mixte, police-gendarmerie sur Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam, avant de faire l'accident. 3 postes de contrôle mixte. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé au chauffeur de cette voiture qui n'avait pas de permis, d'après un communiqué du ministre des Transports qui a été publié après cet accident. Le ministre des Transports qui a réagi pour ce cas-là, je crois, après 3 ou 4 jours. Alors, lorsqu'une agence comme celle-là traverse 3 postes de contrôle mixte sans être inquiété, sans permis de conduire, avec une visite technique fantaisiste, d'après une fois de plus le communiqué qui a été servi au public par le ministre des Transports. Alors, on se demande bien à quoi servent les postes de contrôle. Sont-ils vraiment sérieux? On peut en douter. On aura l'occasion de revenir sur d'autres éléments tout à l'heure. Maître Emmanuel Pensy, sur le secrétaire d'État à la Défense qui se complaît d'avoir que la gendarmerie ait engrangé un certain nombre de milliards de francs, on va le... 2 millions, c'était les millions? Milliards de francs. 2 milliards de francs. C'était sur une longue période quand même. Hein. Oui, par rapport au mois. C'est le bilan d'une année, voilà. Par rapport au mois. Est-ce qu'on devrait mettre ça en avant, Maître Pensy? J'ai lu autre chose. Oui. J'ai lu autre chose. J'ai vu sur une période beaucoup plus longue. Je crois que nous avons un énorme problème, par exemple, en ce qui concerne l'axe lourd. Et je me dis d'ailleurs que par rapport à ce que vient de dire, je crois, Salomon, vous voyez qu'il y a moins d'accidents sur la route Douala-Konsama. Alors que la route, je l'ai vue et s'est dégradée. Parce que moi, je connais, puisque mon père a été médecin-chef en Banga en 1955. J'ai été là-bas. Donc la route s'est complètement dégradée parce que si vous regardez sur toutes ces routes, il y a les pesages, les stations de pesage. Les gens viennent avec des choses, personne ne respecte rien. Et je ne me contente pas des 3 milliards qui ont été donnés, puisque si vous regardez, je fais toujours une comparaison par rapport à la France, on a mis actuellement, en ce qui concerne les radars, des radars automatiques, et le nombre de contraventions a tellement augmenté que ça permet de faire des réparations et de la maintenance. Et ce qui s'est passé également au niveau de ces routes, on a vu, s'agissant au niveau des financements des routes, que le financement doit changer. C'est-à-dire les nouveaux financements qui se font par BOT, c'est-à-dire par Project Finance. Vous faites, ça veut dire le financement privé des infrastructures publiques, vous donnez à une société qui a la technicité de quoi faire ce marché et de se rembourser sur les honoraires mensuels sur les passages de ces voitures. C'est ce qui se passe dans les pays modernes, et là, ça va faire en sorte que vous n'allez toujours pas prendre l'argent dans le budget pour pouvoir faire des routes. Je rappelle que le ministère des Travaux publics est le ministère qui est actuellement qui a une dotation de plus de 400 milliards et quelques, sauf l'éducation nationale, c'est-à-dire si vous multipliez l'enseignement secondaire, l'enseignement de base et les universités, mais c'est le ministère qui a été vraiment doté. Et nous nous rendons compte également que sur tout ce qui se passe dans ces secteurs, il y a des choses qui ne vont pas. Je reconnais par exemple que sur un certain nombre de routes, quand vous demandez pièces, le gars vous passe les pièces de monnaie. C'est-à-dire, c'est ça le langage, c'est ça ce que voulait d'ailleurs dire notre ami journaliste. C'est-à-dire au niveau des contrôles, ça montre qu'en tout état de cause qu'il y a un progrès à faire. Mais ce n'est pas, le gouvernement n'est pas partout. Il y a des agences qui sont fermées. Il y a des gens qui passent leur temps à ouvrir. On ne sait même pas à qui appartient cette agence. On ne sait pas à qui ça appartient, parce que quelqu'un qui passe 3 barrages comme ça et qui se trouve à avoir un contrôle technique bidon, le contrôle
techniques bidons, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, mais c'est la responsabilité de ceux qui délivrent cela. Et je dis que c'est un problème qui existe au Cameroun et c'est des responsabilités qui sont partagées. Je ne voudrais pas qu'on dise toujours que c'est le gouvernement qui a tort. Le ministre, cette personne-là d'ailleurs a fui, puisqu'elle a disparu de la circulation avec les 20 morts qu'il y a eu. Je déplore cela. Mais je n'ai pas dit tout à l'heure que j'ai dit que le président de la République ou le gouvernement fait toujours. Mais quand il y a un mort en France ou dans n'importe quel pays au monde, on ne va pas faire un communiqué. Mais quand il y a une catastrophe, le gouvernement intervient toujours. Angèle Bayat-Lebon, est-ce que la population n'est pas blâmée quelque part? Les voyageurs, lorsque vous allez monter dans un bus, déjà l'État, il y a des bus qui présentent un état piteux, il faut le reconnaître. Est-ce que quelque part, il n'y a rien à faire pour sensibiliser la population? C'est clair qu'aujourd'hui, les responsabilités sont partagées, ça c'est évident. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai annoncé tout à l'heure. Quand je parlais de la responsabilité directe du gouvernement, je sais que, Maître Pensi, votre parti a horreur du bilan. Mais le bilan est là, c'est un constat. Les causes de l'insécurité routière aujourd'hui sont connues, on ne va pas les inventer. La première cause est humaine, c'est-à-dire que 70%. La personne qui conduit. On parle de 70%. Le chauffeur. On est même à plus de 80%. C'est-à-dire que quand on regarde la qualité des permis de conduire aujourd'hui de manière globale, on constate bien que le permis de conduire aujourd'hui est gangréné par ce qui soutient un peu ce régime depuis 36 ans qui s'appelle la corruption. Vous savez bien qu'au Cameroun, il y a une expression qui parle de obtenir un permis au téléphone. C'est une réalité. Il a parlé de l'Allemagne aujourd'hui. J'ai eu la chance de passer mon permis de conduire en Allemagne. Et je connais la rigueur qu'on y met. Parce que un permis de conduire, c'est comme un permis soit de vie ou de tuer. C'est-à-dire que si on donne un permis de conduire, on remet un permis de conduire entre les mains entre des mains inexpertes, en fait, on est en train de donner une autorisation d'aller tuer. Une autre curiosité, si vous avez toujours lu ce rapport des Nations Unies, on sait que la plupart, aujourd'hui, de nos accidents routiers, les plus concernés, c'est les autobus. Savez-vous, Maître Pensi, que dans ce pays, il n'y a pas d'auto-école pour motobus? Savez-vous ça? Oui, je sais. Que dans ce pays, il n'y a pas d'auto-école pour motobus. Et que nous avons des gens qui ont des permis de conduire et qui conduisent des centaines, sinon des centaines de milliers de Camerounais tous les jours sans permis de conduire. C'est-à-dire que le mec, vous savez comment il fait pour avoir son permis de conduire, celui qui conduit un autobus? Il commence d'abord par prendre le bus du parking pour venir le mettre en position de démarrer. Ensuite, il démarre le bus, il va chercher le carburant. Ensuite, c'est lui qui démarre le bus pour aller à la laverie. Et un bon matin, c'est son patron qui va acheter un permis pour lui. Il va acheter un permis auprès de l'administration du Cameroun. C'est-à-dire, à ce mec, on donne un permis de tuer, pas un permis de conduire. C'est ça aussi la responsabilité de l'État. Alors, la deuxième cause aujourd'hui, M. Pensi, la deuxième cause. Je ne suis pas votre adversaire. Hein. Non, mais j'ai bien compris, mais je suis en train de vous... Je suis en train de vous mettre devant le bilan et les responsabilités de ce gouvernement. Les deuxièmes causes aujourd'hui sont matérielles. Oui. Je vous mets sur l'axe lourd. Vous avez parlé tout à l'heure de pneus usés. Oui. Ben ces pneus, ou bien ces voitures qui fonctionnent sans des phares, ont, s'il vous plaît, toutes, je dis bien toutes, des visites techniques. Toutes des visites techniques. Une fois de plus, comment elles font? Ben, la corruption. Savez-vous que dans ce pays, Maître Pensi, c'est le ministre qui est en cause? Savez-vous que dans ce pays, savez-vous que dans ce pays, parce que l'économie du Cameroun aujourd'hui a été désagrégée, qu'un Camerounais, moins d'un Camerounais sur 100 000 peut se permettre d'avoir une voiture neuve. Moins d'un Camerounais sur 100 000. C'est les statistiques que nous avons aujourd'hui. Oui. Monsieur Pensi, sur les causes infrastructurelles, oui. Savez-vous, Maître Pensi, que depuis 36 ans, savez-vous, depuis 36 ans au Cameroun, il n'y a pas le moins de centimètres d'autoroute opérationnelle. 36 ans.
Le Cameroun est l'un des rares pays où, quand on vous dit qu'il y a eu un accident, la cause c'était 3e position. 3e position. On ne comprend pas ce que ça veut dire. En fait, vous avez décidé de mettre à la disposition des populations des sentiers pour les tuer. On est sur un axe lourd. Et le Cameroun est le seul à appeler une route d'ailleurs comme ça. On est sur un axe lourd où dès qu'un camion tombe en panne, la chaussée est occupée aux 2 tiers. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, il y a un sous-préfet, c'est-à-dire un des hauts serviteurs de l'État qui est décédé parce qu'il y avait un camion abandonné sur un axe routier pendant des jours. Qu'est-ce qu'on appelle la prévention routière? La prévention routière du gouvernement, c'est des gendarmes qui se mettent avec des radars et qui, quand vous êtes flashé, au lieu de payer la contravention de 25 000, ils encaissent les 5 000 francs et que 10 minutes après, vous savez qu'il n'y a plus de radar et vous allez rouler à 160 km/h. Est-ce ça la prévention routière? La prévention routière n'est-elle pas celle de pouvoir aussi enlever sur la chaussée des camions qui tombent en panne et qui tuent tous les jours? Ok. Merci. C'est de ça que je parle, en termes de responsabilité du gouvernement. Voilà, on va dire que le Cameroun s'est engagé. Moi, quand il parle beaucoup, il faut que je dise un mot. Et je voudrais dire un petit mot. Oui, pour la bonne et simple raison qu'il faut adresser les condoléances à la famille Abba, parce qu'il est en train de parler du sous-préfet de Figuil, qui a trouvé en face de lui un camion qui était stationné. Et que, si vous regardez sa voiture, lui-même, il allait à vive allure. Ça, il faudrait le dire. Et que sur ce point-là, il y a quand même les services qui ne sont pas partout. Je dis que dans ce cas-là, et moi j'ai toujours dit, les camions qui sont abandonnés devraient faire l'objet des services pour les enlever et surtout pour faire des contraventions contre ces personnes qui le font. Donc on les enlève et on les met quelque part. Ça c'est des choses à faire, mais il faut avoir les moyens. Une chose n'est pas de dire, et je voudrais dire, l'autre jour vous avez utilisé des chiffres sur, je ne sais pas, j'ai pas fait les statistiques sur les voitures neuves, mais je vous assure que je suis effaré. Moi, il y a des gens qui viennent me voir en vacances ici au Cameroun. Si vous voyez le nombre de 4x4 et de grosses voitures quasiment neuves qui sont dans les villes. Non, ces voitures non, elles ne sont pas neuves. Ces voitures ne sont pas neuves. 95% des voitures neuves. J'en sais, mais en tout ça coûte plus cher qu'une petite voiture neuve. Et non, il faut dire, nous tous, nous regrettons la corruption qui se passe au niveau des visites techniques bidons. Les gendarmes, dont je dis que ce n'est pas la totalité des gendarmes qui sont là pour prendre de l'argent. Ça existe, ces pratiques, c'est des pratiques de Camerounais. Non, ce n'est pas des pratiques de Camerounais, c'est des pratiques qui sont définies par un système. Sois sincère, vous n'êtes pas sincère. Non, ça non, excusez-moi, c'est des pratiques qui existent dans tous les services, qui se trouvent même dans le privé, et souvent même qui sont par le fait des Camerounais eux-mêmes. Non, mais arrêtez de ça arrive. On vous oblige pas à donner l'argent. Quand on vous dit la contravention, c'est 25 milliards. Vous négociez la contravention. Moi, je l'ai vu. Acceptez. Les Camerounais aiment la corruption. Je vous en prie. C'est le système qu'il a institué en valeur aujourd'hui. Vous avez évoqué le chiffre de 70% tout à l'heure de statistiques qui révèlent, qui imputent à l'homme les accidents de circulation. Précisons la source, c'est le ministère des Transports qui publie ce chiffre. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de cause humaine, c'est quoi? C'est l'excès de vitesse, c'est l'état des véhicules, non, l'état de véhicule, ça vient. Conduite en état d'ébriété, tout ce que vous voulez. Alors, si on prend la conduite en état d'ébriété, il y a quelqu'un qui est chargé de sanctionner celui qui conduit en état d'ébriété. Bien sûr. Dans un pays, il y a quelqu'un qui est chargé de retirer un véhicule en mauvais état de la circulation. Bien sûr. Dans chaque cause qu'on dit humaine, il y a une responsabilité un peu plus supérieure. Prenons un exemple, si on prend un exemple en Occident ou dans un pays, si on c'est l'Algérie ou le Maroc où les choses sont un peu plus organisées, on dira que c'est un peu grand. Nous prenons le Gabon. Le Gabon aujourd'hui a institué une loi qui taxe plus cher les véhicules de plus de 5 ans d'âge. Ça permet de limiter l'âge des véhicules en circulation et de rajeunir le parc automobile. Dans la loi de finances 2018 qui est entrée en vigueur, il est prévu des taxes d'assises sur des véhicules de plus de 10-25 ans.
j'espère que ma mémoire ne me trompe pas, mais pour l'instant, évidemment, on ne peut pas encore évaluer l'impact de cette mesure. Vous parlez des visites techniques. Le Cameroun compte 33 centres de visites techniques. Demandez-vous combien sont sérieuses. Ils sont très pour les stands de visite technique qui délivrent des certificats de qualité, des certificats rassurants aux automobiles. Il y a une administration qui est chargée de sanctionner ces stands de visite technique-là. Cette administration, on la connaît. Voilà, les Nations Unies demandent justement au gouvernement camerounais d'étoffer sa politique de sécurité routière par le contrôle de la qualité des véhicules importés et assainir son parc automobile. Oui. Pour terminer, lorsque le Cameroun s'engage le 26 juin 2011, il est inscrit dans la décennie d'action pour la sécurité au routière. Brésil, oui, je crois. Oui. Que le Cameroun s'engage à réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2020. Donc on doit passer la barre de 600. On est très loin. Attendons de voir. On en est loin. Attendons de voir. On a encore 2 ans devant nous pour. Mais on a l'impression que la courbe est plutôt à 50. On a l'impression que les accidents. L'année 2017, 2016-2017. Oui, 2017. Ces 2 années-là ont été particulièrement meurtrières sur nos axes routiers. Exactement. Et on peut être à l'aide de l'émotion gouvernementale. On ne la ressent pas. Je voudrais juste il y a quelques temps, on a eu une vingtaine de morts sur les routes. On a été surpris que le premier des Camerounais adresse des condoléances à des victimes des inondations dans un pays étranger. C'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable. C'est cette imposition-là. On ne demandait pas que le président adresse des condoléances lorsqu'il y a un mort. Mais lorsqu'il y a quand même un chiffre considérable. Le président est souvent représenté et il le fait. Et il a fait. Il a mieux à faire. Le président a mieux à faire. Si vous permettez, je voudrais quand même dire que Jean Todt, parce qu'il faut expliquer qui c'est, c'était un champion automobile et il a été président de la Fédération internationale automobile et il a été président de Ferrari au niveau de F1, c'est-à-dire au niveau de course automobile. C'est lui, c'est pour ça qu'il est venu pour expliquer comment ça doit se passer. Je dois dire moi-même que j'ai déjà perdu une voiture en allant à Bamenda, donc je suis aussi une Mercedes. Pour tout vous dire, en allant à une réunion qui n'a pas eu lieu du Conseil de l'ordre des avocats, donc je ne suis pas là pour dire que c'est bon. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Serge Chalaoutou, bonsoir au panel d'Equinox Soir, également aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, aux 20h, nous parlerons de la grève des employés sur le site de construction des logements sociaux à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail. Nos reporters sont allés toucher du doigt la promiscuité de ces travailleurs abandonnés à eux-mêmes. Les écouterez au journal de 20h. S'achemine-t-on vers une nouvelle rentrée scolaire au rabais dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. En effet, la crise sociopolitique qui sévit dans cette partie du pays pourrait donc perturber le démarrage effectif des cours le 3 septembre prochain. C'est du moins ce qui ressort de la réunion préparatoire tenue ce jour à Yaoundé, présidée par le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Nyonga. Également à suivre les explications du gouvernement au sujet de l'affaire, notamment l'affaire des 45 milliards de francs CFA destinés donc à la deuxième phase de la pénétrante Est-Douala. Le ministre des Travaux publics, face à la presse à Yaoundé hier, a dénoncé donc une cabale ainsi que des faits n'ayant rien à voir avec la réalité sur le terrain. Enfin, la série d'hommages se poursuit après le décès de l'industriel et homme d'affaires Kaji de Fosso. À l'émotion s'est emparée des populations de Bana, sa ville natale. Vous écouterez dans les témoignages poignants des forces vives de cette partie du pays dans ce journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel et le développement, on va le dire comme ça, de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou dans quelques instants. Et moi, je vous retrouve après pour le débrief, toujours en compagnie de mes experts.
Retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, maître Emmanuel Pincy. Dites-moi, Jean-Michel Nietzsche, on l'a suivi dans le reportage de Donald Beskamgan. Il dit qu'il continue les préparatifs de la sortie du 15 septembre. C'est un acte de défiance. Je connais très bien Jean-Michel Nietzsche parce qu'il a été mon client. Quand je suis rentré au Cameroun, ici à Akko, en face de là où j'ai mon bureau, il avait le début de son imprimerie. Et il a été un de mes clients. Et c'est quelqu'un qui est, je peux dire, qui a beaucoup de pugnacité, mais c'est aussi quelqu'un qui est excessivement têtu. Vous avez d'ailleurs eu ses comportements et tous les jours. Je suis surpris, alors que dans le privé, c'est quelqu'un qui est très gentil. Il marque souvent par ce comportement une certaine violence. Nous sommes dans un contexte dans lequel il ne faut pas, parce que c'est les revendications qu'il fait. Vous dites que vous le connaissez bien, vous vous attendiez à ce qu'il baisse les bras? Il a l'habitude. Oui. Je vous dis, en février 2008, c'est lui qui a été à l'origine de ces problèmes qu'il y a eu ici à Douala et qui ont posé trop de problèmes aux élèves. Et quand on l'a arrêté, c'est là qu'il a commencé à dire j'ai mal ici, je dois prendre mes comprimés. Bon, je dis que ça pose un problème. Le sous-préfet d'ailleurs, qui était déjà à Douala 5, on dirait qu'il le suit partout. Qui suit l'autre? C'est lui, Nietzsche. Parce que le sous-préfet le connaît très bien, comme étant quelqu'un de très têtu. Et on sait comment on va, puisqu'il y a trouble à l'ordre public, manifestement. Parce que tout à l'heure, il a essayé d'attaquer d'autres partis comme le MRC. Mais le MRC n'est pas un parti qui est violent. Ni le parti NAO. Ce n'est pas des partis violents. Or, lui, il pense que lorsqu'on vous dit trouble à l'ordre public, parce que déjà, ça annonce un trouble à l'ordre public, et le sud est ça à côté. Et on sait très bien que quand il va mettre les enfants dans la rue, ils vont aller casser le commerçant, ils vont tout faire parce qu'ils ne sont pas contents, il y a des gens... Et ça va dégénérer. Or, on n'a pas besoin de ça actuellement. Et je comprends très bien le sous-préfet, qui est quelqu'un vraiment de compétent et de très bien. Et qui connaît très bien Nietzsche. On sait ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer? Nietzsche va aller se cacher quelque part pour pouvoir faire sa manifestation. Donc on va le contrôler à partir de là où il est. C'est-à-dire, même s'il le faut avec des drones, il ne passera pas. Il faut qu'il règne le calme. On n'a pas besoin de ça. Que vous avez vu d'ailleurs que c'est quand même paradoxal. Autant vous voyez Joshua avec sa bonhomie, etc. Autant vous avez, j'ai l'impression que Joshua, je ne sais pas s'il est dopé. Parce que quand tu es surdopé comme ça, là, il y a un problème. Il faut qu'il arrête. On n'a pas besoin de ça. On a dit, en ce qui concerne, je dois rappeler que j'ai eu à être observateur des élections en Guinée équatoriale, à la demande du président Biangema, les municipales, et, les présidentielles et les sénatoriales. On s'est rendu compte qu'au niveau des casernes, il y a une possibilité de le faire à l'entrée des casernes. On ne va pas le faire à l'intérieur des casernes. Et je dois dire, il y a également un autre argument, c'est que les soldats sont appelés à astreinte. C'est-à-dire on peut les appeler partout, à tout moment pour défendre la République. Mais il ne faut pas qu'ils soient très loin. Il y a également une autre exception qui existe dans le code électoral concernant les militaires. Vous savez, lorsqu'ils sont appelés, les militaires sont les seuls à pouvoir voter ailleurs que dans un bureau de vote. Hein? Ils peuvent voter avant? Non, ils votent le même jour. Mais là où ils sont appelés, ils ont la possibilité de voter. C'est une exception. C'est-à-dire, si on dit, on envoie maintenant les militaires en disant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, par exemple, à Dibombari. On les envoie à Dibombari. Ceux qui sont à Dibombari ont la possibilité de voter, alors qu'ils se sont, par exemple, dans un bureau de vote qui se trouve ailleurs. C'est une exception, parce que les militaires sont également des citoyens. Moi, je regrette beaucoup ce qui est en train de se passer. J'ai comme l'impression que, vous voyez, Nietzsche, pourquoi il va chercher le sous-préfet à Douala 1er? Il est à Douala 5. Il laisse le sous-préfet de Douala 5. Il va chercher le sous-préfet de Douala 1er. Mais le sous-préfet de Douala 1er a son corrigé. Il va régler cette affaire avec les mesures prises. Il faut qu'il imite des partis comme NAO ou bien comme le MRC qui, lorsqu'ils sont allés à Bangante, ils n'ont pas fait la bagarre. Ça s'est passé en définitive en gentleman. Il faut qu'il se comporte comme Joshua se comporte. Il faut qu'il arrête
ces histoires parce qu'il aime trop la bagarre. À cet âge-là, on ne bagarre plus. On essaie d'être, comme il est dans le privé, un homme qui est gentil et qui peut avoir de bonnes idées au niveau de l'Assemblée nationale. Angèle Berle, bon, l'honorable Nietzsche compte, c'est ce qu'il dit, hein, il veut dénoncer la décision irresponsable et provocatrice de l'ECAM à créer des bureaux de vote dans les casernes militaires et chefferies traditionnelles. Ça semble vous arranger, vous vous en plaignez pas, vous? Non, moi au MRC. Disons que connaissant l'honorable Nietzsche, Jean-Michel, pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai noté dans le reportage tout à l'heure, et c'est lui qui le disait, que ils n'ont aucun problème avec les voies de recours légaux, mais que lui, il a choisi la manifestation. Je suis un tout petit peu embêté parce que j'aurais souhaité... Est-ce que vous avez des problèmes au fait qu'on vote dans les casernes militaires? J'aurais souhaité... Le MRC s'est prononcé sur le sujet. Le président national a fait une conférence de presse à ce sujet et s'est prononcé sur la question. J'ai dit j'aurais souhaité que l'honorable, ou bien que cette revendication soit portée par le candidat du SDF, en l'occurrence monsieur Joshua aussi, et que cette revendication se fasse dans un cadre concerté avec tous les autres partis d'opposition. Je ne condamne pas la sortie de monsieur Jean-Michel Nietzsche. Monsieur Jean-Michel Nietzsche a le droit de faire ce qu'il veut faire, ce qui pourrait aider. Mais en même temps, vous dites que vous auriez souhaité que ce soit aussi qui portait ça, et non le président national. Évidemment que monsieur Joshua aussi, aujourd'hui, est le candidat déclaré du SDF à l'élection présidentielle. Monsieur Jean-Michel Nietzsche n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Vous comprenez bien que ce combat aurait eu plus d'effet s'il était porté par le candidat aussi. Et si également, cette revendication se passait dans un cadre concerté avec les autres partis politiques. Le reste, je ne voudrais pas faire de commentaire. Et Salomon Béas, vos mouvements Naos? Monsieur Nietzsche... L'on vote dans les casernes militaires, c'est ça le problème. Déjà, les casernes militaires, il y a un distinguo à faire entre la légalité et la légitimité. La loi prévoit que les bureaux de vote peuvent être installés dans des endroits publics. Une caserne militaire, c'est un endroit public. Est-ce qu'une caserne militaire... Ouvert au public, il faut lire tout... Exactement, c'est là où je vais 4, article 87. Mais est-ce qu'une caserne militaire est accessible au public comme une école ou un dispensaire? Je dis non. C'est là où le problème de légitimité se pose. Parce que nous n'avons pas dans notre pays des problèmes de bâtiments. Et les camps pourraient bien solliciter de mettre ces bureaux de vote ailleurs. Mais pourquoi dans des casernes militaires? Mais maintenant, la démarche de Jean-Michel Nietzsche, qui est parlementaire, qui a contribué à faire de nombreuses lois dans ce pays, connaît exactement ce que la loi prévoit en matière de manifestation. Je voudrais dire ceci, parce que soyons quand même dans un pays sérieux, un pays où il y a des libertés, un pays où il y a une législation bien précise qui encadre le régime de manifestation. Un parti politique, pour moi, c'est une institution. Et les conditionnalités pour avoir un parti politique, ou pour être militant d'un parti politique, sont des conditionnalités rigoureuses. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas permettre à n'importe qui de porter le statut, n'est-ce pas, de militant de parti politique. Et encore moins quelqu'un qui a siégé ou qui siège à l'Assemblée nationale. Donc il y a la voie légale de pouvoir revendiquer ce type d'action, mais Jean-Michel Nietzsche qui sait que la manifestation publique, c'est une autre façon d'expression d'un parti politique envers la population. C'est une façon de communiquer d'un parti politique envers la population. Et je pense que, sans toutefois faire, n'est-ce pas, son jugement, sa démarche est tout à fait crédible. Parce que moi, ce qui pourrait me poser problème, c'est l'adéquation de cette démarche avec les prédispositions légales. Or, nous sommes dans un pays où il y a un régime de manifestation. Et je crois, le RDPC a toujours fait des manifestations publiques. On n'a jamais parlé de problème de troubles à l'ordre public ou de sécurité publique. Pourquoi? C'est le cas dans le SDF. Je pense que l'État gagnerait beaucoup plus à déployer un arsenal pour encadrer la manifestation publique, tout en permettant à Jean-Michel Nietzsche, parlementaire, de faire passer le message, parce que l'essentiel dans ça, c'est pas qu'on voie dans la manifestation la posture de quelqu'un qui va créer une émeute, une casse. Un parlementaire ne peut pas créer une émeute, une casse. Nous avons vu un président de l'Assemblée nationale brûler les effigies du MRC. Ça n'a pas pour autant
créer un tollé au niveau de l'opinion publique. Mais pourquoi on pense que... Mais pourquoi on pense que jusqu'ici, il n'y a pas encore... Jusqu'ici, il n'y a pas encore eu des personnes mises en cause par rapport à ces exactions. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Jean-Michel Nitieux, qui est un homme politique, crédible parce qu'il a été parlementaire, ne devrait pas être encadré si jamais il veut mener une campagne, une manifestation publique pour sensibiliser les Camerounais sur quelque chose qui pourrait entacher l'élection. Merci. Donald Bliss-Kanga, vous êtes d'accord avec Lebon qui pense que si la chose aurait porté, si c'est le candidat aussi qui posait le problème? Tout citoyen est fondé à demander l'application d'une disposition légale, peu importe son statut. Oui. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais quand même exprimer ma surprise lorsque un avocat de la stature de Maître Emmanuel Pincy dit on va le traquer, même s'il utilise je vais pas traquer, je veux dire les drones. Sur le plan, savoir où il est. Sur le plan, c'est Donald Bliss-Kanga. Je vais m'expliquer. Je vous en prie, Donald Bliss-Kanga, vous avez la parole. C'est pas quand même une expression que vous devez avoir. C'est une bonne expression. Non, pas du tout. Je voudrais reprendre Maître. Il a dit tout à l'heure, le Cameroun n'est pas un îlot. Et effectivement, le Cameroun n'est pas un îlot. Le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Nous sommes suivis par les chanceliers occidentales. Nous sommes suivis par les Nations Unies, l'Union africaine. Les diplomates qui sont à Yaoundé nous écoutent. Et lorsque vous dites responsable d'un parti politique, à tout cas représentant d'un parti politique qui est au pouvoir, on va le traquer. On comprend bien. Je prends ma responsabilité personnelle. Voilà. Donc, lorsqu'on le dit, ça traduit bien une certaine psychologie de ceux qui nous dirigent, ou du moins du camp d'en face. Première chose. Deuxième chose, ils considèrent que puisqu'on est à Douala, le sud-ouest est tout proche et ça pourrait dégénérer. Ils sont déjà là. Alors, je rappelle qu'en 2015, le MRC, le Parti Univers, le CPP, au sein d'une coalition appelée Stand-off au Cameroun, avait initié une manifestation à Yaoundé, au siège du MRC à Oudza, et la manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Alors, Yaoundé n'est pas proche du nord, ni du nord-ouest, ni du sud-ouest, à ce que je sache. En tout état de cause, on a bien le sentiment que lorsqu'il s'agit du RDPC, les autorités administratives, les sous-préfets en l'occurrence, sont moins frileux, et lorsqu'il s'agit d'une formation politique de l'opposition du camp d'en face, il y a beaucoup plus de frayeur. L'interprétation de la loi de 90 sur le régime des manifestations publiques varie en fonction qu'on ait affaire au RDPC, au SIF ou au MRC. La disposition qui prévoit endroit, lieu public ou ouvert au public, ça revient dans le code électoral dont il est question ici, parce que le SIF demande et plusieurs lettres ont été adressées à Elections Cameroun dans ce sens, de délocaliser les bureaux de vote qui sont situés en ce moment dans les casernes militaires et dans la chefferie traditionnelle. Le code électoral, en son article 96, vous l'avez dit, alinéa 4, il dispose que les bureaux de vote sont situés à des lieux publics ou ouverts au public. Alors, pour le cas des casernes militaires, il y a quand même un état d'esprit, il y a quand même une psychologie dans les casernes militaires. On sait que dans l'armée, le mot d'ordre, c'est honneur et fidélité. On peut interpréter ça comme on veut. Alors, dès lors que ça peut créer de la discorde, il est important de trancher. À la veille d'une échéance électorale majeure comme la présidentielle, il est important, ne serait-ce que pour l'image du pays, de faire au moins semblant de jouer franc jeu, de faire au moins semblant d'assurer un processus électoral le moins controversé possible pour qu'on ait à la fin le sentiment que les élections ont été transparentes et que le vainqueur a légitimement gagné les élections. Et pour terminer là-dessus, je ne vois pas, on entend ça et là dire que le RDPC a une machine électorale terrible. Je ne pense pas que la présidentielle se joue vraiment de façon décisive. Je ne dis pas que les militaires, les gendarmes et les policiers n'ont pas un nombre important de voix, mais je ne pense pas que les forces de sécurité soient une masse électorale décisive. Il insiste sur décisive pour gagner la présidentielle. Donc, je ne sais pas si délocaliser ces bureaux de vote dans les chefferies traditionnelles
des chefferies traditionnelles ou des casernes militaires assurent une défaite certaine au RDPC. Et pour terminer là-dessus, vous terminez plusieurs fois. La direction générale d'Elections Cameroun. Vous êtes un opposant. La direction je parle des faits. Non, vous êtes opposant. Je parle des faits. La direction. Dit quoi, Maître Pensé? On peut s'opposer par les idées. Mais en réalité, s'il s'agit des idées. Laissez Donald Bliss, allez-y rapidement. La direction. Donald Bliss. Il ne prend plus de parole que les partis politiques. La direction générale d'Elections Cameroun a répondu en disant il n'y a pas de bureau de vote, ni dans les casernes, ni dans les chefferies traditionnelles. Alors, nous avons reçu au sein de notre rédaction une liste de bureaux de vote nommément situés dans les chefferies traditionnelles. Okay. On attend le moment venu de voir si ces bureaux ont été subrepticement délocalisés. Maître Pensé, dites-moi, si qu'est-ce qui dérange dans la démarche de l'honorable Jean-Michel Ninthieu? C'est le fait qu'après la salle des fêtes d'Aqua, il projette manifestations dans certaines artères de la ville de Douala-Premier, c'est ça qui dérange. Si il s'était arrêté à la salle de fête, on lui aurait accordé l'autorisation de manifester. Moi, j'ai appelé une chose à ce qu'on appelle la jurisprudence de Jean-Michel Ninthieu. Oui. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé à Banganté. Dès le début, je crois que le MRC nous a expliqué comment ça s'est passé. Angèle Lebon, mais ça s'est très bien passé par la suite. Mais avec Jean-Michel Ninthieu, ça se termine très mal. C'est lui qui était à l'origine des événements de février 2008 avec tout ce qui s'est passé. Et moi, j'ai très mal vécu ces événements. Parce que c'était devant moi, on passait devant moi avec les garçons qu'on avait arrêtés, qui étaient nus. Il y a eu 413 enfants qui avaient été arrêtés, et nous avons dû plaider au tribunal pour les laisser sortir. J'ai vu le procureur général Djodo, et il m'a dit, si ce sont les élèves, on les laisse. Donc, c'est un mauvais souvenir. Et Ninthieu est, j'allais dire... C'est la marche qui fait problème, c'est pas le meeting. C'est-à-dire, non, je dis, Ninthieu, en lui-même, en soi, est un problème lorsqu'il y a, c'est lui qui fait la manifestation. J'ai suivi tout à l'heure ce qui a été dit. Notre ami du MRC, oui, Angèle Lebon, dit qu'il aurait trouvé normal que ce soit le candidat Joshua qui se plaigne. Mais de quoi se mêle-t-il? Parce que sur cette affaire-là, c'est un prétexte. C'est un prétexte, vous comprenez, dans une affaire où vous avez la possibilité de saisir le juge de référé dans le cadre d'un référé d'heure à heure, on rend la décision en moins de 3-4 jours. Et que vous préférez faire une manifestation jusqu'au 15, mais jusqu'au 15, la décision sera rendue plusieurs fois. Moi, je sors même d'une procédure de référé d'heure à heure. Donc, il y a ce qu'on appelle la procédure de référé d'heure à heure. Vous savez, le tribunal, c'est les voies de recours qui sont prévues par la loi. J'ai dû avoir ici, voici la Constitution et le préambule. Quand j'ai eu la Constitution et le préambule, il n'y a pas ces manifestations dont il parle. Qu'on va en route pour défiler avec des gens qui font du bruit. Je vous dis qu'il y a des casses chaque fois que Ninthieu fait une manifestation à Douala, et c'est connu. Bon, quand je dis le traquer, ça veut dire quoi? Parce que la dernière fois, il joue au malin. Il joue avec la police, avec la gendarmerie. J'étais la dernière manifestation qui était interdite. On est allé jusqu'à chez lui. Il dort chez le voisin. Il dort à gauche, à droite. Je veux dire que... Non, mais c'est comme ça qu'il se... C'est la pratique. Jean-Michel Ninthieu n'est pas là pour vous apporter la contradiction. Non, je vous dis que... Non, c'est connu. C'est vraiment curieux. Ça a été dit la dernière fois que Ninthieu, c'est quelqu'un qui est malin. Il va pointer les gens à gauche pour essayer de déjouer la police, pour pouvoir violer une disposition d'un texte qui a été pris par le sous-préfet, chef de terre. Et je dis que quand vous commencez déjà à violer la loi, ça pose un problème, même lorsque vous êtes un parlementaire. Et je le rappelle, en ce sens-là, lorsqu'il s'agit d'un flagrant délit, il n'y a pas d'immunité parlementaire. Il faudrait que les gens le sachent. Moi, mon problème, je dis que Ninthieu et moi, je m'entends très bien avec lui. Mais je le mets en garde contre toujours menacer l'État, parce qu'il est toujours dans les menaces. Il ne faut pas qu'il le fasse. Quand on vous appelle honorable, ça veut dire que vous devez avoir un certain comportement. Bon, le fait que vous n'alliez pas, parce qu'il aurait pu dire que bon, je vais d'abord saisir le juge. Et il a le temps, d'ici la date d'ouverture des élections qui est le 24, d'engager une procédure de référé d'heure à heure, et on va lui dire,
le juge peut dire, peut aménager. Il dit, vous pouvez faire ça, vous faites votre réunion, ceci, il est interdit, ceci, cela. On peut aménager. Il peut aller contre la décision en disant, le trouble à l'ordre public n'existe pas. C'est peut-être dans ce qu'il appelle les préparatifs. Non, non. Peut-être tout s'appelle dans ce qu'il appelle les préparatifs. La jurisprudence Nietzsche, c'est lui qui a été à l'origine des événements du 8 février 2008 et il veut toujours faire la casse. Donc vous avez parlé de ça. Les événements de 2008 n'étaient pas légitimes. Je trouve qu'ils étaient mauvais pour la jeunesse et pour les Camerounais. Non, ne trouvez pas que moi qui étais à Bonabéry, je vous dis que c'était... Moi qui étais à Bonabéry, et c'est même ça. C'était pas bon. C'est pour ça que ce régime... C'est moi qui parle, c'est moi qui parle, monsieur. Vous êtes trois contre moi. Et le journaliste montre ses penchants d'opposants. Nous sommes pas dans je voudrais dire ceci. Quand on est journaliste, on essaie de cacher le fait qu'on est opposant et d'être un peu équilibré. Le journaliste n'est pas citoyen. Pour équilibrer le débat. Chaque fois que j'arrive ici, même le jeune là, je ne sais pas comment, Albinus, quand il vient souvent ici, il est toujours MRC. Il a fait Kanga. Oui, il dit qu'il est du MRC. D'ailleurs, j'ai vu des photos où il est en train de saluer avec la liberté du l'association. Quand vous venez dans un plateau, moi je viens sous le nom d'un parti. Mais si vous êtes 3 ou 4 chaque fois, et vous prenez des gens qui sont tous comme le RDPC, je dis qu'il n'y a pas un plateau équilibré. Donc vous avez 10 fois plus de temps de parler que moi. Les gens et vous ne phagocyter les idées. Je dis pas c'est encore très grave. Quand vous êtes un parti, il ne faut pas phagocyter. Quand vous avez Merci. C'est quelqu'un pour lequel j'ai des liens d'amitié, mais je lui dis qu'il est violent. Quand le sous-préfet prend une décision, il peut la contester devant les juridictions. C'est comme ça que se comporte un parlementaire. La violence de M. Nietzsche n'est pas plus violente que la violence que l'administration utilise à travers l'administration publique un texte traquer les citoyens camerounais pour les enlever. Il a appliqué la loi. Pouvoir se prononcer sur la Merci, cher monsieur. Akere Mouna sait que ce que c'est que la loi. Angèle Lebon, votre mot de fin. Comprenez l'exemple. Pour sortir. Dans ce débrief, à travers les reportages que j'ai suivis, moi je ne manquerai pas de présenter mes condoléances à la famille Kaji. C'est vrai que je me revendique être Newbellois très souvent, c'est-à-dire qu'un digne fils de Newbel Monkamba, mais je ne peux pas renier le fait que mes parents soient originaires de Bafan et notamment dans un village qui s'appelle Banfeko, situé donc juste à côté du village du patriarche Kaji. Okay. Je ne peux non plus passer à côté de tout ce que j'ai entendu dans le reportage tout à l'heure avec des travailleurs, des travailleurs dans les logements sociaux qui se plaignaient, les populations de Bertois. Le mot qui est revenu tout le temps, c'était « nous sommes abandonnés ». Nous sommes abandonnés. Et j'ai bien envie de me demander si dans l'avion Cameroun, il y a encore un pilote. Surtout que nous sommes aujourd'hui au Cameroun en phase d'atterrissage. Ok, merci. Donald Brice. Oui, merci Serge de m'avoir convié à ce prestigieux plateau. J'espère que j'ai servi à quelque chose. Ok, merci. Salomon. Serge Alain, je suis très heureux d'avoir essayé d'édifier les Camerounais ce soir, mais je ne pourrais pas sortir de ce plateau pour effectivement donner la position de M. Akere Mouna face, n'est-ce pas, à ce type d'action que les autorités camerounaises mènent, en l'occurrence certains membres de l'administration, les préfets, les sous-préfets, en utilisant les mesures de l'État pour interdire des manifestations. Et l'un des engagements que notre champion a pris, M. Akere Mouna, c'est d'enlever ce pouvoir au bras séculier de l'administration à travers les préfets et les sous-préfets, de pouvoir empêcher aux partis politiques de se mouvoir, de pouvoir museler les libertés individuelles et collectives des citoyens camerounais. Je n'ai pas parlé. Ok, merci Maître Emmanuel Pincier pour sortir. Je voulais dire en ce qui concerne le patriarche que j'ai connu enfant, c'était un ami de mon père, et j'ai été l'un des premiers informés, je l'ai su hier, je pense aux alentours de 5h30 du matin. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai été en classe avec Pierre Kadji et avec Josette. Et que sa fille aînée, Odette, est une amie de ma grande sœur. Donc nous étions tous, et nous étions avec les enfants du roi Bel à l'école Josse à l'époque. Je parle des années 60 et quelques.
c'est quelqu'un de très bien et nous venons de perdre une très grande figure. Je voudrais également dire que dans le cadre de ce débat que nous devons avoir, il faudrait que ce soit un débat qui soit correct. Je ne voudrais pas qu'il y ait du négationnisme. Qu'on attaque un pays, c'est également avec de l'ordre. Ok, merci. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro d'Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bana.